Merci d'être sur la télévision. La barre pour suivre le journal de ce jour, mercredi 11 août 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Il a plu abondamment hier à Niamey. Une moyenne de 120 mm a été enregistrée et il continue à pleuvoir en ce moment même. Les pluies d'hier ont malheureusement occasionné d'importants dégâts matériels dans plusieurs quartiers de Niamey. Aujourd'hui, donc, ils sont nombreux, ces habitants qui vont passer une nuit dans des situations inconfortables, précisément donc à Gabougoura, c'est à quelques kilomètres de Niamey. Notre reporter stagiaire Farida Moumouni, qui était sur place, a été donc interpellé notamment par la situation des femmes et des enfants. Reportage. Femmes et enfants du village de Gabougoura se sont encore une fois réveillés les pieds dans l'eau. Pour ceux qui n'ont pas pu trouver le sommeil, en effet, la forte précipitation enregistrée dans la nuit du mardi au mercredi a provoqué une inondation de près de 80% des habitations, au grand désarroi de cette frange de la population. Nous avons tout vu en termes de malheur. On a tout perdu dans l'inondation. On n'a nulle part où dormir. Presque tout le village a passé la nuit dans les mosquées. Il y a même eu des décès. Nous avons tout perdu dans l'inondation. Nourriture. Même mes deux filles qui sont mariées, elles ont tout perdu aussi. On n'a nulle part où aller. Une situation qui a amené ces femmes à demander une assistance conséquente. Nous voulons que l'État nous vienne en aide, car nous avons tout perdu. On n'a nulle part où dormir. Notons que cela fait 3 ans consécutifs que ces populations sont exposées aux mêmes problèmes pendant la saison d'hivernage. À méditer alors. Autre population, donc, autre problème toujours en lien avec les pluies qui tombent donc ici à Niamey. Notamment, c'est les habitants et riverains du quartier Niamey 2000 coupés, donc, dont les voies d'accès dans ces quartiers sont coupées. Une situation aussi qui dénonce les riverains. Reportage Adam Soumana et Sadoudoumi. A-t-on coutume de dire, cependant, au niveau de la capitale nigérienne, dans certains quartiers, il en est autrement. Et qui mieux que les usagers de la route pour parler de leur situation? À tout point de vue, il n'y a pas de route, il n'y a pas de passage des eaux. Bon, les problèmes sont divers. Il y a des problèmes d'électricité, il y a des problèmes de rotules, il y a des problèmes de cardan, il y a des problèmes de tout. Facilement, on casse un véhicule, mine de rien, a fortiori que le véhicule est un peu âgé. Bon, c'est vite fait, vous l'avez vite cassé, quoi. Vous voyez maintenant ma voiture, vous voyez ce qu'elle a fait? Vous voyez, c'est les routes, c'est le problème des routes qui cause ça. Voilà, vraiment, les routes sont inondées. Là, on rencontre beaucoup de problèmes, surtout au niveau des routes, même au niveau des maisons. Les maisons sont inondées, la route aussi. Hein? Si les uns se permettent de braver les eaux stagnantes à leurs risques et périls, d'autres, eux, préfèrent reboucher chemin pour éviter tout désagrément. Face à cette situation, les usagers de la route lancent un cri de cœur. Les autorités n'ont qu'à voir ce qu'ils peuvent nous faire. Vraiment, nous, on souffre. Hein? On souffre vraiment. Voilà, on a problème de route, surtout ici à Niamey 2000. Réaction à la hauteur des difficultés que les populations subissent. Et naturellement, il faut raser, il faut remblayer, il faut tracer un minimum
de couloirs pour que les gens puissent être à l'aise. Force est de constater qu'il suffit d'enregistrer d'importantes précipitations pour relever les failles dans la gestion des villes. Des failles qui sont imputables non seulement à certaines structures et les municipalités, mais aussi et surtout à l'État du Niger qui depuis quelques années a choisi d'investir dans des dépenses de prestige que de songer à améliorer le cadre de vie des populations. Quasiment tous les quartiers périphériques de la capitale souffrent du même mal, le manque de canalisation permettant l'écoulement des eaux de ruissellement. Parlons toujours des dégâts occasionnés par les pluies enregistrées à Niamey. Notre reporter Ismaël Moumouni, lui, a fait le tour dans le premier arrondissement communal de la ville de Niamey pour constater les dégâts. Il s'est rendu notamment à Gabougura et au Corniche Yantala. Là, on parle d'importants dégâts matériels et même de pertes en vie humaine. La pluie diluvienne qui s'est abattue sur Niamey a occasionné d'importants dégâts. Et c'est là dans plusieurs quartiers de la capitale, à l'image du village de Gabgoura, situé dans l'arrondissement communal Niamey 1, où ce sont des centaines de foyers qui sont dans la rue avec le peu qu'ils ont pu sauver suite à l'effondrement de leur maison. Les niveaux des eaux ont dépassé même 1 mètre. Il y a des maisons qui sont carrément fondues. Une fillette de 4 ans est même emportée par ces eaux. Attesté, le père de la défense demande aux autorités mais aussi aux bonnes volontés de leur venir en aide pour mettre fin à leur calvaire. Wallahi bina sarori tan kan gaide wallahi zan ka kai ne kin ka haro konde a bakarandi ko in ka susu bale ko di ko cha buka akan no hay wara wallahi kadai so. J'ai perdu ma fille de 4 ans arrachée des mains de sa maman puis emportée par les eaux de la nuit vers minuit. Il a fallu de la matinée pour que le corps puisse être retrouvé et enterré. Nous avons besoin de l'aide. Wallahi mirfa ba wallahi mirfa birgo tabi irgo tabi haro da ka ir sindir bon iri akondri ginay ak fundi kaga ya kuterse wallahi rigba fa ba. Même constat au niveau de la corniche Yantala où plusieurs maisons sont effondrées et d'autres sont en cours, menacées par l'éboulement des murs du Conseil de l'entente et de la Cour constitutionnelle. Jour sombre pour Moussa Dodo, ce père de famille qui a perdu 4 enfants dans ce désastre. O hayawo kalir koy Allah kalir koy ni diya mat kambata magora bor taacino irjam irdi bor hinza bor fa halka so irmandiya wodin jiru fo da handu hinka wal da handu fo yizi ngo irmandiya. La situation est catastrophique. J'ai perdu 4 enfants dans ce désastre et le corps du plus jeune, âgé d'1 an et quelques mois, n'est jusque-là pas retrouvé. Les autorités sont venues nous rendre visite. On les remercie vraiment pour ce geste. Irga haya gana ngay mom ka imingay dotti gitara tonandi al kawlo kisam bim ka ga kubandi o do bor hanse ay ganati ay sima dori amma bore kanga kokorka iga madori. Et pourtant, dans un de nos reportages que nous avons réalisé il y a de cela quelques jours, nous avons parlé des risques d'inondation cette année aussi du village de Gabgoura et que d'ailleurs le chef du village a lancé un cri de cœur. Chaque fois qu'il y a ce genre de précipitations, en tout cas, l'ensemble du village est sur pied. Et vous n'êtes pas sans savoir que vraiment, depuis un certain temps, nous avons fait des cris de cœur à l'État, vraiment à l'État et à certains partenaires, vraiment pour qu'ils puissent vraiment trouver une solution de manière durable et exceptionnelle à cette situation de Gabougra. Et nous comptons en tout cas sur la bonne volonté des uns et des autres pour nous venir en aide. Malheureusement, cet appel n'a pas été pris au sérieux par les autorités, en témoignent ses conséquences. Comme un miracle, nous avons trouvé une mosquée au beau milieu des décombres qui a résisté. Parlons de cette rencontre ce matin avec le ministre de la Santé publique et des Affaires sociales qui a rencontré les partenaires, notamment des représentants de l'OMS et de l'ANSI. Il s'agissait à travers cette rencontre de parler de la mise en place d'un certificat Covid-19 sécurisé au Niger. Précision, Ismaël Moumouni sur les images de la télévision Dunia. Merci.
mutualiser leurs efforts pour la mise en place d'un certificat Covid-19 sécurisé au Niger. Objet de cette rencontre entre le ministère de la Santé publique, ses partenaires et l'Agence nationale pour la société de l'information au Niger ainsi. Le ministre de la Santé publique nous livre l'importance de ces certificats. Le certificat de vaccination Covid-19 doit être sécurisé en mettant en place un système infalsifiable et interopérable tel que défini par les directives de l'OMS et de la Commission de l'Union européenne. Cela va à coup sûr permettre de disposer d'un système fiable pour sécuriser nos concitoyens qui pourraient voyager partout dans le monde. La nécessité d'introduire un certificat de vaccination sûr et reconnu au niveau international est primordiale. Ainsi se réjouit d'avoir été associé à telle initiative d'importance capitale. Faire en sorte que tout ce travail qui est fait par les équipes du ministère de la Santé puisse avoir un réceptacle sécurisé qui va permettre donc aux différentes personnes au Niger qui auront été vaccinées, aux voyageurs, de disposer donc de ce certificat qui sera reconnu sur le plan international car sécurisé et infalsifiable et qui nous permettra donc à ce moment d'un côté de mieux canaliser déjà les campagnes de vaccination mais surtout de faire en sorte que toute cette campagne de vaccination ne souffre d'aucune contestation sur le plan international. La vaccination constitue un pilier essentiel à la riposte, affirme la représentante de l'Organisation mondiale de la santé, tout en saluant les efforts du Niger pour limiter la propagation de cette maladie qui secoue le monde entier. Parlons à présent de la sécurité et c'est pour parler de cet important don de matériel informatique donné cet après-midi à la direction de la surveillance du territoire national, un don acquis sur le fonds de l'Union européenne. Et c'est le directeur général de la police nationale qui a réceptionné ce don. Occasion pour le commissaire général Souley Boubacar de remercier les généreux donateurs. Reportage. À travers ce geste, la direction de la surveillance du territoire du Niger vient ainsi d'être dotée des équipements informatiques modernes, d'identification biométrique et de traçage biométrique des personnes liées au réseau criminel d'immigration irrégulière et de traite des personnes. Un don qui rentre donc dans le cadre de la lutte contre la migration et le terrorisme. Nous avons voulu vous exprimer toute l'attention que nous accordons à cette contribution de valeur destinée à promouvoir des enquêtes de qualité, à collecter des données fiables permettant de renforcer les capacités opérationnelles de la division des investigations spéciales de la direction de la surveillance du territoire et ses démembrements territoriaux. Ce don d'une valeur de 102 millions de francs CFA rentre donc dans le compte de la division des investigations spéciales équipe conjointe d'investigation France-Niger-Espagne. Cette remise de matériel que je crois que va renforcer encore plus le bon travail qui est déjà développé par l'équipe conjointe d'investigation. Je crois que la collaboration entre les trois polices, la police nigérienne, française et espagnole, a fait preuve vraiment d'un excellent travail. Oui, c'est la gestion. Ils sont, je crois que les projets est en train de faire des résultats, pas seulement en ce qui concerne la formation, mais surtout du point de vue opérationnel aussi. C'est-à-dire c'est un travail qui forme, mais c'est un projet qui forme, mais c'est un projet aussi qui agit. Au Niger, les équipes d'investigation sont remarquablement efficaces. Elles seront dorénavant aidées par du matériel tout aussi efficace. En réceptionnant le matériel, le directeur général de la police nationale, le commissaire général Souley Boubacar, a salué ces gestes qui témoignent de la parfaite santé des relations entre le Niger et ses partenaires. Une initiative que ces trois pays ont eue, appuyée par l'Union européenne, qui a fait ses preuves. Je crois que si parmi les projets que l'Union européenne appuie, c'est bien cette équipe conjointe d'investigation. Je pense sur votre contrôle. Bruxelles le reconnaît, que le Niger a fait de gros efforts et le Niger a obtenu des résultats à travers cette équipe conjointe d'investigation en matière de lutte contre la migration illicite et tout ce qui est infraction liée ou connexe. Ça dépend du terme qu'on veut utiliser. Donc on ne peut que vous remercier
ça vient renforcer davantage les capacités de cette lutte. Je compte sur eux, policiers français, espagnols et nigériens, pour nous prouver davantage que ceux qui faisaient jusqu'ici manuellement, maintenant, ils ont des outils que la technologie permet d'exploiter et d'utiliser, et je n'ai pas de doute qu'ils vont réussir. Ces équipements constituent donc un outil qui va favoriser la coopération internationale à travers le partage d'informations opérationnelles. Autre aspect de cette édition, c'est pour nous rendre à l'Académie des arts martiaux de Niamey qui a servi de cadre ce matin à la cérémonie de l'ouverture de l'atelier de la coalition nigérienne pour une éducation de qualité pour tous, ASSO EPT Niger, un atelier au cours duquel le rapport alternatif sur la mise en œuvre du programme sectoriel de l'éducation et de la formation au titre de la période 2018-2020 sera validé, nous précise Nafissa Yahaya sur les images de Abakar Soleil. Valider le rapport alternatif sur la mise en œuvre du programme sectoriel de l'éducation et de la formation PSEF au titre de la période de 2018 à 2020, c'est l'objectif assigné à cet atelier organisé par la coalition nigérienne pour une éducation de qualité pour tous, ASSO EPT Niger. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole ici au nom du président de ASSO Empêché pour vous souhaiter la bienvenue, mais aussi pour vous remercier vraiment de votre temps que vous avez consacré pour assister à cet atelier de partage d'un document aussi important que le rapport alternatif sur le PSEF, qui est le deuxième qui ASSO est en train d'éditer. ASSO ainsi exprime sa volonté d'accompagner de manière active les actions éducatives du gouvernement, mais aussi de l'aider à travers un autre regard à faire une sorte de point sur la mise en œuvre de ces politiques et de ces programmes. Ce rapport, une fois validé, va contribuer à l'amélioration de la gestion et de la gouvernance du système éducatif nigérien à travers une veille citoyenne responsable. Certes, l'État fait sa propre évaluation. Au-delà, il y a aussi des évaluations supranationales. Mais à l'interne, ASSO s'est aussi proposé de faire ce travail difficile, au risque souvent de contrarier les résultats de l'État. Mais nous pensons que c'est cela aussi qui correspond à ce qu'on appelle la visite contre visite. Donc, ASSO mettra donc à votre disposition cet élément-là qui vous servira non seulement le gouvernement, mais aussi les autres acteurs de l'éducation pour des travaux qui leur permettront quand même de conduire, à notre avis, en fonction des données que vous allez retrouver dans ce document-là, de conduire des actions efficaces pour que notre système éducatif bénéficie de l'apport de tout le monde. Le vice-président de ASSO EPT a enfin exhorté les participants à suivre avec intérêt les travaux de cet atelier financé par Oxfam Niger. Lancement ce jour 11 août 2021 du projet activité de gouvernance dénommé Jagoranchi, et une initiative, donc l'initiative est celle du counterpart international qui joue donc avec l'appui financier des États-Unis à travers l'USAID. Le lancement de ce projet a été présidé par le ministre de l'Intérieur, cible 3 zones d'intervention, nous précise Ibrahim Aboubakar et Nasser Seydou. Renforcer le contrat social entre l'État et les citoyens et améliorer la résilience des individus, des ménages et des communautés, tel est l'objectif visé à travers le lancement du projet Activité de gouvernance dénommé Jagoranchi, une initiative de contrepartie internationale qui entend éclairer la population sur les principes de gouvernance locale et interviendra dans 3 régions du Niger. Financé par le gouvernement américain, par l'entremise de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID, pour un montant de plus de 19 millions de dollars, soit plus de 10 milliards de francs CFA, le projet Jagoranchi a pour but de renforcer le contrat social entre l'État et les citoyens et d'améliorer la résilience des citoyennes et citoyens, des ménages et des communautés dans 19 communes des régions de Maradi, Tillabéri et Zender, pour une cible approximative de plus de 10 000 personnes. Il renforcera également la capacité des communes à agir en tant que pôle résilient pour un développement local inclusif. Le projet Jagoranchi de l'USAID est un projet d'appui au renforcement de la gouvernance locale faisant partie de l'initiative RISE 2 au Niger.
L'ambassadeur des États-Unis n'a pas manqué de s'en réjouir pour le lancement de ce projet qui fera face à des sérieux défis de développement. En coordination avec le gouvernement du Niger et d'autres donateurs, le gouvernement américain est fier de soutenir certaines de ces nouveaux dirigeants et les aide à la redevabilité vis-à-vis de leurs citoyens. Nous croyons fermement que les gouvernements locaux sensibles aux besoins de leurs citoyens sont essentiels pour renforcer le contrat social entre le gouvernement et la population. Nous reconnaissons que la collaboration et la coordination sont essentielles pour avoir le plus grand impact possible. Le ministre de l'Intérieur procédant au lancement du dit projet a notifié les bien-fondés d'une telle initiative avant de rappeler que ça cadre parfaitement avec le programme du président de la République. C'est à un moment crucial que ce projet intervient et sera donc certainement très efficace. C'est un projet qui également renforcera la capacité des communes à remplir leurs fonctions clés et enfin promouvoir la sensibilisation et l'initiative des citoyens pour relever les défis. Comme vous pouvez le constater, ce projet s'aligne donc parfaitement sur les orientations et les priorités du document cadre de politique nationale de décentralisation et le programme de développement économique et social. Notons que le lancement du projet Jagorantu qui durera 5 ans et qui a enregistré la participation de plusieurs personnalités s'est clôturé par une séance de photos de famille. Merci Ibrahima Bokara. Place à présent à la rubrique hebdomadaire chronique juridique. Elle porte aujourd'hui sur le thème la récidive, un thème qui sera développé par Maître Amani Mustafa Nebi. Il est avocat à la Cour. Très bonne réception. La notion de récidive, on peut définir comme la réitération d'une infraction similaire ou proche d'une infraction précédemment et définitivement condamnée. Il faut dire que c'est une circonstance aggravante qui permet le prononcé d'une peine plus lourde jusqu'au doublement de la peine. Les règles de la récidive varient selon l'infraction, selon que l'infraction est contraventionnelle, correctionnelle et criminelle. Et il faut dire aussi qu'il y a ce qu'on appelle la récidive générale, la récidive temporaire et la récidive spéciale. Mais dans ce cadre, pour mieux cerner la question, nous allons parler des conditions de la récidive. Parce que pour qu'il y ait récidive, il y a 2 conditions principales qui doivent être réunies. La première condition est qu'il faut qu'il y ait une condamnation pénale définitive prononcée par une juridiction. Là, pour que l'aggravation prévue par la loi résultant de la récidive puisse être retenue, il faudra que la personne poursuivie soit déjà au préalable condamnée pour une première infraction. Et c'est extrêmement important de préciser ça. Il faut que cette condamnation rentre en force de ce juge. En termes clairs, cela veut dire qu'il faut qu'il y ait une décision devenue définitive. Il faut épuiser les voies de recours ou absence de voies de recours ou les délais pour exercer les voies de recours ont été épuisés. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être condamné pour une infraction. On vous poursuit, on vous condamne. Vous écopez d'une peine, mais vous avez le droit d'interjeter appel contre cette décision. Eh bien, dans ce cas, jusqu'à ce qu'il y ait décision devenue définitive, si dans l'entremise de ce temps-là, vous arriverez à commettre une nouvelle infraction proche de la première ou similaire de la première, eh bien, si la décision, la première condamnation n'était pas devenue définitive, aucune juridiction, je dis bien, ne peut retenir la récidive. Eh bien, la deuxième condition, on dit,
il faut la commission maintenant d'une nouvelle infraction. Pour que l'aggravation résultant de la récidive puisse être retenue au-delà de la première condamnation, il faut maintenant une condamnation proche, comme je le disais tantôt, ou similaire. Le code pénal a dit des cas dans lesquels il faut qu'il y ait récidive. Et nous sommes en matière pénale, la loi pénale est d'interprétation stricte. Il y a des cas de récidive. Plus précisément, il y a 4 catégories de récidive. La première catégorie, c'est que pour une personne qui a commis une infraction, un crime par exemple, et que la personne a été condamnée pour ce crime à une peine criminelle, et après avoir purgé sa peine, cette personne réitère une autre infraction de nature criminelle, et bien là, on dit si la deuxième infraction est punie d'une peine d'emprisonnement à temps, la personne sera condamnée à une peine d'emprisonnement à vie. Et si la deuxième infraction, donc l'infraction réitérée, est punie d'un emprisonnement à vie, eh bien on dit que la personne sera condamnée à la peine de mort. Ça, c'est la première situation. Il y a une deuxième situation où une personne a été condamnée à une peine d'emprisonnement correctionnel pour crime. Je vous explique un peu. Voilà quelqu'un qui a été poursuivi pour vol criminel et que la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, donc une peine inférieure ou égale à 10 ans. Donc, on dit que la personne a écopé d'une peine correctionnelle pour crime. Et qu'après, la personne, dans un délai de 5 ans, après que cette première condamnation est devenue définitive, la personne commet un délit ou un crime puni d'un emprisonnement à temps. Eh bien, dans cette deuxième situation, on dit que cette personne sera condamnée au maximum de la peine prévue par la loi pour la deuxième infraction. Et cette peine pourra être élevée au double. Maintenant, il y a une troisième situation. Une personne qui a été condamnée à une peine d'emprisonnement criminel. Donc, à une peine afflictive et infamante. Dans un délai de 5 ans, après que cette condamnation était devenue définitive, commet maintenant un délit. On dit que cette personne sera condamnée au maximum de la peine prévue par la loi. Et cette peine pourra être élevée au double. La quatrième et dernière situation, c'est la situation d'une personne qui avait été condamnée à une ou plusieurs peines correctionnelles. Dans un délai de 5 ans, après que cette condamnation était devenue définitive, on dit commet un délit. Donc, une infraction punie d'une peine d'emprisonnement correctionnel. Eh bien, cette personne sera condamnée, on dit, au double de la peine précédemment prononcée. Donc, la deuxième condamnation ne peut aucunement être inférieure au double de la première condamnation, ni aussi supérieure au double du maximum de la peine encourue. C'est pour vous dire que la récidive, c'est une circonstance aggravante. Et la loi nous dit, en cas de récidive, le juge ne peut pas appliquer de circonstances atténuantes, ni de sursis. L'autre seul ici, c'est que par exemple, si tout à l'heure je vous expliquais la première situation où la peine peut aller jusqu'à la peine de mort, eh bien seulement dans ce cas de figure où le législateur a expressément dit que dans ce cas de figure, eh bien la juridiction peut substituer l'emprisonnement à vie à l'emprisonnement à la peine de mort. C'est à peu près la même chose parce que peine de mort, emprisonnement à vie, bon, je vous laisse juger. Maintenant, l'autre élément que j'aimerais développer par rapport à la récidive, c'est comment la juridiction saisie doit constater la récidive. Tout à l'heure, je vous expliquais qu'il faut qu'il y ait une décision devenue définitive. Maintenant, dans les faits, comment ça se traduit? Comment un juge peut constater qu'une décision est devenue définitive et que cette personne a réellement été condamnée? Eh bien, cela
c'est l'article 712 du Code de procédure pénale qui nous donne la solution. On dit c'est le casier judiciaire, donc le bulletin du casier judiciaire qui retrace les condamnations devenues définitives à l'encontre d'une personne. Mais malheureusement, dans les faits, la traduction est tout autre. La pratique de nos juridictions, c'est qu'aujourd'hui, si une personne est poursuivie, si on constate que la personne avait été poursuivie antérieurement pour d'autres infractions, on demande la production de relevé de l'extrait de cour. L'extrait de cour, c'est un papier administratif qui permet de constater que cette personne, au cas où la personne avait séjourné en prison, que cette personne avait séjourné en prison de telle période à telle autre. Mais là, est-ce que juridiquement, ce papier permet de constater que cette décision est devenue définitive? Non. Et malheureusement, je dis malheureusement, c'est une situation qu'on déplore. Dans la pratique, ça se traduit ainsi. Et de l'autre côté, juste à côté, tout à l'heure, je disais que la loi pénale et d'interprétation est stricte. Dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi nous dit qu'il faut produire un casier judiciaire. C'est ce casier qui permet de constater si une personne a été condamnée et si cette condamnation est devenue définitive. Mais malheureusement, on fait produire l'extrait de cour et la conséquence, c'est qu'une personne peut être condamnée pour la récidive, alors que la juridiction n'était pas à même de savoir est-ce que cette décision était devenue définitive ou non. Parce qu'une personne peut être condamnée aujourd'hui. La personne peut exercer des voies de recours. Ou le procureur lui-même peut exercer des voies de recours. Sans que la personne poursuivie soit au courant de ça. Parce que si tu es condamné aujourd'hui, à l'expiration du délai, que la décision soit définitive ou non, tu seras libéré. Parce que c'est une peine qui a été prévue. Tu as épuisé, tu as purgé cette peine, et bien à l'expiration du délai, tu seras libéré. Quoique cette décision n'est pas rentrée en force de se juger. Mais malheureusement, je répète, que la pratique de nos juridictions, c'est de faire produire l'extrait de cour. En tout cas, de la majorité des cas. Rares sont les situations dans lesquelles on fait produire un casier judiciaire pour constater que cette personne a été condamnée. Et c'est seulement ce papier, ce fameux papier-là, qui fait retracer la condamnation et qui permet de savoir si cette condamnation était devenue définitive ou pas. La loi nous dit que c'est le bulletin numéro 1 qui est délivré aux autorités judiciaires. Mais pourquoi ne pas créer les conditions pour qu'une personne puisse être en mesure de démontrer cela? La partie poursuivante en matière pénale, c'est le ministère public. Et il revient à ce ministère public de faire produire ou de demander la production du casier judiciaire par ses choix. Mais malheureusement, je dis, ce n'est pas le cas. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire. Et il faut aussi retenir que c'est une situation extrêmement grave. Et vraiment, j'interpelle les uns et les autres de la chaîne pénale pour que chacun fait le sien, chacun fait son travail. Parce que toute personne peut passer par là.